Bonjour à tous. Merci de cette inscription, cette connexion ce matin. Vous y êtes nombreux. Merci d'avoir répondu à ce rendez-vous. On en est au 8e webinaire, un webinaire consacré au recyclage du béton, intitulé Recycler le béton dans le béton. Donc, on a pour l'instant plus de 500 inscriptions, pardon. Plus de 250 participants, donc c'est un beau rendez-vous. On a plusieurs intervenants ce matin. Jean-Marc Potier, chargé de mission technique, que vous connaissez pour certains d'entre vous, qui vous parlera du contexte normatif. Ensuite, ce sera Maude Soubéran, chef de projet économie circulaire chez NeoEco, et Guillaume Crémeau, responsable d'agence Ekiom Nord-Pas-de-Calais, qui vous parleront des enjeux et des retours d'expérience de l'utilisation des granulats recyclés dans les ouvrages. Et une troisième intervention avec Thomas Grenouillou, président de l'entreprise ERB, et Philippe Herbreteau, chargé de développement des bétons chez Lafarge Béton Ouest, qui témoigneront sur l'utilisation des granulats recyclés dans les ouvrages. Et puis moi-même qui interviendrai entre chaque intervenant pour reprendre un certain nombre de questions que vous pouvez nous poser par écrit et qui seront, on va dire, présentées aux intervenants à chaque fin d'intervention. Ensuite, on conclura et on fera en sorte, on va dire, de répondre au maximum des questions. Toutefois, si ce n'était pas le cas, n'hésitez pas à nous faire un mail. L'ensemble de ce webinaire vous sera également fait par un lien en replay si vous le souhaitez, et les interventions vous seront, les diaporamas vous seront également adressés par mail. Donc, merci aux intervenants de ce matin. Bon, vous savez tous que les normes évoluent, elles laissent une part de plus en plus importante au recyclé. C'est l'objet de notre rendez-vous de ce matin. Et nous souhaitions aujourd'hui faire un point avec ce qui est écrit, ce qui est concret. Et puis maintenant, je laisse la parole aux intervenants. Jean-Marc va nous refaire un point sur ce contexte normatif. Jean-Marc, je te laisse la parole. Oui, bonjour à tous. Donc, je vais vous présenter l'évolution des normes. Alors, normalement, vous devriez voir mon écran. Hop. C'est bon, Jean-Marc, merci. En diaporama. Donc, les normes ont évolué et en fait, c'est les résultats du projet national Recy-Béton, donc, qui a publié ses recommandations en novembre 2018. Et évidemment, ces recommandations ont servi de base à l'évolution de la norme béton et également d'ailleurs de la norme granulat, puisque en fait, la première norme à avoir évolué, c'est la norme granulat. Au niveau justement des granulats recyclés, la définition du granulat recyclé a été modifiée dans la norme NFP 18545, donc pour distinguer le granulat recyclé et le granulat de pré-mélange. Alors on verra après ce que c'est que le granulat de pré-mélange. Pour rappel, donc un granulat recyclé, c'est un granulat qui résulte de la transformation de matériaux inorganiques antérieurement utilisés dans la construction. Alors, il y a juste un petit point, c'est qu'on considère que les retours de béton, même s'ils ne sont pas antérieurement utilisés dans la construction, mais lorsqu'on concasse des retours de béton, on peut les considérer également comme des granulats recyclés. Un béton qui incorpore moins de 1% de granulats recyclés est considéré comme un béton de granulat naturel. Donc, il n'y a pas de spécificité pour ce type de béton. Alors, je vous parlais des granulats de pré-mélange. Donc, la NFP 18545 introduit cette notion de granulats de pré-mélange et qui ne concerne que les granulats pour béton.
Hein, cette notion ne s'applique que donc dans l'article 10 de la 18545. Et c'est un mélange donc de granulats recyclés et de granulats naturels, bon, selon des pourcentages définis, mais il est obtenu uniquement par mélange de même nature, c'est-à-dire qu'on peut mélanger un gravillon naturel et un gravillon recyclé, un sable naturel et un sable recyclé, mais par exemple, on ne peut pas mélanger un gravillon naturel et un sable recyclé. C'est uniquement des matériaux de même nature. Le granulat de prémélange, donc il est désigné par les lettres TX, donc suivi d'un nombre, et ce nombre, c'est la valeur de référence du pourcentage de granulats recyclés dans le granulat de prémélange. Donc, par exemple, un TX10, eh bien, ça veut dire que la valeur de référence du granulat recyclé dans le granulat de prémélange est de 10%. Alors, quel est l'intérêt du granulat de prémélange? Eh bien, ça peut permettre d'utiliser des granulats recyclés lorsque le nombre de cases d'une unité de production du béton n'est pas suffisant pour avoir un granulat naturel et un granulat de prémélange. Donc, on peut utiliser ces granulats donc, en cas de déficit de cases. Alors, la 206, hein, la nouvelle norme béton, NFEN 206 plus A2/CN, elle reprend les types de granulats recyclés qui sont définis dans la norme granular, dans la NFP 18545. Donc, cette norme définit 3 types de gravillons recyclés, un type 1, type 2, type 3. Alors, CRB, on reprend les classifications des granulats naturels. Hein. Vous avez des granulats de code A, B ou C. Bon, pour les granulats recyclés, il n'y a pas de code A. Bon, là, je dirais que la qualité des granulats recyclés est quand même un peu inférieure, si on peut dire, aux granulats naturels, mais elle est suffisamment bonne pour permettre d'avoir le code B. Donc, code B pour le type 1, code B ou code C pour le type 2, et en type 3, donc c'est B, C ou D, mais dans le cadre de la 206, on ne peut utiliser que des types 1 ou des types 2. Les granulats recyclés de type 3 peuvent être utilisés pour des applications non structurelles, mais ça ne rentre pas dans le cadre de la norme. Et de même, on ne peut pas les utiliser dans des granulats de prémélange. Alors, quels sont ces types? Tout d'abord, les constituants. Donc, au niveau des constituants, un granulat de type B contient 95% de RCU. Alors, qu'est-ce que c'est que le RCU? Eh bien, donc c'est RC plus RU. RC, ce sont des éléments en béton, et RU, des éléments non liés, donc granulat naturel. Alors, évidemment, c'est des appellations britanniques. RC pour concrete, pour béton, et U, c'est le unbound, donc non lié. Vous voyez que donc, le type B, c'est 95% minimum de béton ou de granulat naturel. Alors, vous allez me dire, vous avez RB, donc c'est la brique, moins de 10%. Bon, pourquoi 10 alors qu'en fait, il ne peut pas y en avoir plus de 5? C'est simplement la norme de classification des granulats recyclés, où la classe la plus faible pour la brique, c'est 10%. Donc, un granulat qui contient moins de 5% de briques, eh bien, il va être appelé quand même RB10, parce qu'il n'y a pas de classe inférieure. Mais cela étant, à partir du moment où il y aura 95% de béton et de non-liés, il y aura forcément moins de 5% de briques. Le A, c'est l'asphalte en anglais, donc l'enrobé. G, c'est glace, c'est le verre. Et FL, c'est les flottants. Vous avez également d'autres caractéristiques qui définissent encore ces caractérisations et que l'on doit contrôler, donc qui sont les sulfates solubles dans l'eau, la masse volumique, l'influence sur le temps de début de prise,
l'aplatissement, le Los Angeles, les chlorures solubles dans l'eau, l'absorption d'eau et les alcalins libéraux. Alors, Rossi Béton a fait un peu évoluer ce tableau qui existait déjà dans l'ancienne norme, notamment sur les sulfates solubles, où la valeur minimale spécifiée est passée à 0,3, alors qu'elle était à 0,2 dans la norme précédente. Et de même, l'influence sur le temps de prise est passée à 20 minutes, c'est une VSS 20, alors qu'avant, on était en classe à 10. Alors, les modifications principales, si je puis dire, c'est le taux d'utilisation de granulats recyclés dans les bétons. Alors, selon le type, en type 1 ou en type 2, là, je vous ai mis dans le cas du type 1. Alors, vous avez, aujourd'hui, c'est plus aujourd'hui, puisque ça y est, la norme est parue, et elle est d'application depuis novembre, mais hier, si on peut dire, vous voyez que, par exemple, pour des bétons XC3, XC4, XF1, on n'avait le droit qu'à 20% de gravillons recyclés de type 1 et 0% de sable. Bien, aujourd'hui, on passe à 30 et 10. Et si on abaisse l'eau efficace sur l'ion équivalent, donc aujourd'hui pour un XC3, XC4, généralement c'est 0,6, eh bien si on passe à 0,55, eh bien on peut même monter jusqu'à 50% de gravillon et 20% de sable. Donc vous voyez que c'est vraiment nettement plus important, des taux nettement plus élevés que ce qui était autorisé dans le passé. Et maintenant, les gravillons recyclés sont utilisés dans quasiment toutes les classes d'exposition, bon, sauf les classes XA, parce qu'effectivement, ce serait, comme il y a des prescriptions sur les types de ciment, etc., il faudrait une traçabilité beaucoup trop importante pour assurer la durabilité. Donc, on ne peut pas l'utiliser dans les classes XA. Bon, je ne vous ai pas mis le tableau de type 2, mais en gros, les quantités sont divisées par 2 si on utilise des granulats de type 2. Alors, autre point très important, c'est la classe de taux de substitution en granulats cyclés. Alors, attention, il y a une petite subtilité. Les taux que je vous ai montrés tout à l'heure étaient par classe granulaire, c'est-à-dire qu'on avait le droit donc à 50% de gravillon, par exemple, et 20% de sable. Ici, sur la classe de taux de substitution, on est en total granulat. Donc, si je prends par exemple le cas dont j'ai parlé tout à l'heure, où on est à 20% maximum de sable et 50% de granulat, bon, si on a un G sur S de 1, ben, ça veut dire que vous allez être à donc 50 plus 20, 70 divisé par 2, vous allez être à 35% de matériaux recyclés dans le béton, et là, vous allez être en classe R3 si vous êtes en type 1. Alors, cette classe de taux de substitution est à mentionner sur le bon de livraison du béton. Alors, avec aussi quelques points d'attention, pour un béton armé classique, à partir de la classe R2, il y a des règles particulières pour le calcul du dimensionnement. Ces règles sont données dans la nouvelle version, dans l'annexe nationale de l'Eurocode 2, qui a elle aussi été mise à jour pour tenir compte de l'utilisation de granulats recyclés. Et pourquoi? Parce que quand vous utilisez des granulats recyclés à taux élevé, ça génère des modifications sur le fluage et le retrait. Donc, certaines pièces sont à dimensionner de manière spécifique. Donc, pour les bétons armés, ça commence à R2. La classe R1 et R0 ne sont pas concernées.
Par contre, pour les bétons précontraints, eh bien, ça commence dès que l'on est au niveau R1. Vous voyez ici des classes très élevées, à R5, R6, R7, même certaines classes R4. Cela dépasse les taux maximum autorisés par le tableau précédent. Mais à ce moment-là, ce sera une approche performantielle, puisque l'approche performantielle dans la norme permet de déroger sur l'approche prescriptive, notamment sur l'utilisation de granulats. Donc, avec l'approche performantielle, on peut monter à des taux de substitution beaucoup plus élevés. Autre point important, dans le cas d'exigence de tenue au feu, à partir de R1, il faudra utiliser des fibres polypropylène et à partir de R3, des essais thermomécaniques. Alors, comme je le disais, les contrôles des granulats recyclés et des prémélanges sont réalisés à des fréquences plus élevées que la norme granulat. Donc, ça veut dire que le carrier, enfin le carrier ou le fournisseur de granulats recyclés n'est pas tenu par sa norme de faire les fréquences imposées par la norme béton. Donc, il y a deux possibilités, hein. Soit le producteur de granulats accepte un taux de fréquence d'essai plus élevé. À ce moment-là, c'est la relation contractuelle, hein, entre le producteur de granulats et le producteur de BPE. Si ce n'est pas le cas, le producteur de BPE doit faire les essais complémentaires lui-même. Hein, et ces essais, c'est ceux que vous voyez ici, hein, les sulfates solubles, la masse volumique, voilà, l'influence sur le temps de début de prise, etc. Sur les prémélanges, eh bien, il est également nécessaire de vérifier le TX, hein, le taux d'incorporation du granulat de prémélange. Donc là, il y a deux manières de le faire. Pour les gravillons, ça se fait sur la base du RC du prémélange. Hein. Donc, je vous rappelle que le RC, c'est la teneur en béton concassé, hein, du prémélange. Donc, le producteur de granulats va fournir le RC du gravillon recyclé et par comptage, hein, comme évidemment le granulat naturel n'a un RC de 0, hein, eh bien, on fait le comptage du prémélange et donc par règle de 3, on vérifie le pourcentage de granulats recyclés dans le prémélange. Pour les sables, là, ça se fait par contre sur la base de la teneur en sulfate soluble. Et pareil, on considère que la teneur en sulfate soluble du granulat naturel est nulle. Et donc, on fait le ratio entre la teneur en sulfate soluble du granulat recyclé, qui est pareil fourni par le producteur de granulat, et la teneur en sulfate soluble du prémélange. Alors, une chose qui est importante, si le granulat de prémélange est certifié NF, les essais nécessaires à la détermination peuvent être remplacés par les autocontrôles du fournisseur. Donc, très gros intérêt à la marque NF pour ces granulats de prémélange. Voilà rapidement ce qu'il en était sur les évolutions normatives. C'est un petit peu indigeste, mais voilà, enfin, ce qui est important de retenir, c'est donc que l'on a des taux de recyclés beaucoup plus élevés, hein, pour la possibilité de les utiliser. Par contre, effectivement, attention au dimensionnement. Ne pas oublier, si c'est une préconisation du producteur de béton, il faut s'assurer auprès de votre client que le dimensionnement est bien valide pour ce type de béton. Parfait, merci Jean-Marc pour toutes ces explications, et ces explications ont donné lieu à quelques questions. Donc,
Première question de Xavier qui dit la chose suivante. Juste un complément par rapport à ta première slide sur la NFP 18545. Le fait que si moins de 1% de recyclé de granulats peut-il être considéré comme naturel puisque ne fait pas partie de la 18545? Oui, 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 c'est exact. C'est exact. C'est pas dans la 18545, ce qui est normal puisque les 18545 parlent de granulats. Donc, effectivement, c'est le fait que moins de 1% de recyclé génère un béton, enfin, on l'assimile à un granulat naturel, c'est effectivement dans la 206, oui. Jean-Charles nous demande s'il y a des laboratoires qui sont assujettis au suivi des contrôles sur les matériaux recyclés. Généralement, c'est les laboratoires du fournisseur de granulats. Hein. Bon, la plupart des producteurs de granulats de l'UNPG ont les compétences. Bon, sur les installations de recyclage, bien évidemment, les laboratoires sont équipés. Effectivement, le problème du bétonnier, c'est que souvent, le laboratoire du BPE n'est pas en possibilité de faire ces essais, puisque c'est pas des essais courants sur le béton. Donc, comme je le disais, soit il demande à son producteur de granulats de le faire, soit ça veut dire qu'il va falloir sous-traiter à un laboratoire extérieur. OK. Et une autre question de Jérémy. Est-ce qu'il faut… Alors, oui, je vois une question aussi là. Est-il obligatoire de stipuler la présence de granulats recyclés dans le béton? La réponse est oui, puisque le code du granulat, c'est-à-dire vous devez annoncer si s'il y a des granulats recyclés, si votre granulat est R0, R1, si votre béton, pardon, est R0, R1, R2, cela doit être marqué sur le bon de livraison. Donc, s'il y a plus de 1% de granulats recyclés dans le béton, eh bien, il faut le dire. Donc, si c'est entre 1 et 5%, eh bien, c'est R0, mais vous devez mettre le R0 sur le BL et après tous les types. Et en plus, comme il y a cette question également de modification par rapport à l'Eurocode, au dimensionnement, à partir de R2, c'est même important d'attirer l'attention du client dessus, puisque comme je le disais, ça peut générer des modifications dans le dimensionnement. Et Jérémy nous demande s'il faut bien mixer les tableaux NA8.1 et le tableau NA2 avec les types R1, R2, R3. Justement, c'est ce que je disais tout à l'heure. Les tableaux 8A et 8B portent sur les gravillons et les sables. Donc, effectivement, c'est des taux maximum d'incorporation de gravillons d'un côté, de sable de l'autre. Le tableau sur les taux R0, R1, c'est la totalité des granulats. Donc, effectivement, il faut faire le calcul compte tenu du taux qui a été incorporé dans les gravillons, du taux incorporé dans les sables et du G sur S. Eh bien, on fait le calcul du taux global pour annoncer le taux d'incorporation et la classe R. OK. Et Laurent nous demande pourquoi la densité du sable recyclé est passée de 1,7 à 2. Ah, ça a été un grand débat de la commission de normalisation. Donc, voilà, ça a été une demande forte des entreprises. Mais ça a été beaucoup discuté. Et les zones sismiques, Jean-Marc, qu'est-ce qu'il en est? A priori, il n'y a pas de changement sur les… Enfin, jusqu'à R1, il n'y a pas de changement. Après, c'est les Eurocodes qui s'appliquent et il y a des règles, justement, dans les nouvelles, dans l'annexe nationale de l'Eurocode, qui en tiennent compte. Alors, j'avoue que je ne suis pas un spécialiste du dimensionnement, mais ce que l'on peut dire, c'est que jusqu'à R1, il n'y a aucun changement.
au-delà, effectivement, il faut informer le projeteur. Et là, alors l'obligation des fibres, je vois aussi une autre question, Oui, c'est pas dans la 206, hein, c'est dans les Eurocodes. les C'est Eurocodes. l'Eurocode feu qui le précise. Donc là, la 206 ne dit rien à ce sujet. Alors, je confirme à l'un d'entre vous que ce webinaire est enregistré et que vous aurez moyen de réentendre ce webinaire en replay, ainsi que les documents qui vous ont été projetés. On nous demande pour la recherche du TX, vous mentionnez la 933.11. Oui, oui, parce que c'est la 933.11 qui permet le comptage. Effectivement, la 933.11 ne parle pas d'un TX, puisque c'est une norme granulat, mais la 933.11 explique comment on va compter dans un gravillon. Donc, on va séparer le RC, le RU, le RG, etc. Donc, c'est la 933.11 qui explique la méthode de comptage. Et ensuite, une fois qu'on a déterminé le RC du prémélange, eh bien, on le compare au RC du granulat recyclé et on fait une règle de 3. Ça permet de calculer le TX. À un moment donné, est-ce qu'il est bien stipulé qu'il y a un contrôle extérieur qui doit être fait? Non, non, a priori, il n'y a pas de contrôle extérieur d'obligatoire. Ce qui est obligatoire, c'est d'avoir effectivement des essais complémentaires sur les granulats, mais il n'y a pas de contrôle extérieur d'imposer. On nous demande également s'il existe un cahier des charges précis concernant les granulats recyclés qui peuvent être entrés dans la composition d'un béton. Oui, c'est la norme granulat. La norme. C'est la norme granulat. Et si vous voulez un granulat type 1, il faut vérifier toutes les caractéristiques normatives pour que le gravillon, que le granulat soit de type 1 pour un gravillon. Et pour le sable, vu qu'il n'y a pas de type pour le sable, c'est pareil, il faut qu'il soit conforme à la norme. Et une dernière question pratico-pratique, Jean-Marc. Alors, une entreprise de travaux publics qui génère des matériaux sur ses chantiers de terrassement, qui dispose d'une plateforme de recyclage et d'une centrale à béton, pour ses propres besoins et pour vendre aux autres, a-t-elle intérêt à passer à une approche performantielle? C'est une bonne question. C'est à voir au cas par cas, hein. Je dirais, après, c'est une étude technico-économique, hein. Il faut regarder quelle est la classe des granulats recyclés qui va sortir de l'installation de recyclage. Après, il faut formuler le béton. Bon, je rappelle qu'une approche performantielle, c'est au minimum de l'ordre de 6 mois pour la validation. Donc déjà, il faut quand même avoir suffisamment de temps, hein, pour envisager une approche performantielle. Et si on n'est pas certifié pour l'OIC, est-ce qu'on peut fournir ces gravillons recyclés si on n'est pas certifié marquage CE ou NF? Alors, pour les mettre sur le marché, il faut être au minimum CE, puisque un granulat, pour être mis sur le marché, doit être CE, ça c'est obligatoire. Maintenant, il n'est pas effectivement NF, il peut très bien être, il peut être CE2+, mais il peut être également CE4. Bon, dans ce cas-là, effectivement, il y a des essais complémentaires à faire. Hein, et comme je le disais, ces essais doivent être faits sous la responsabilité du producteur de béton. Alors après, ça peut être fait par le producteur de granulats s'il y a un accord contractuel entre le producteur de granulats et le producteur de béton, mais la responsabilité, c'est le producteur de béton. l'IFDES, sur des bétons à partir de granulats recyclés, ce sera bientôt disponible, Jean-Marc? Ces textes, ils sont
disponible, hein. C'est la norme, c'est la norme béton qui est publiée. Enfin, L'EFDES sur ah, Betty, l'EFDES, Jean-Marc. pardon. L'EFDES, pardon. L'EFDES, alors l'EFDES des granulars recyclés existe déjà, hein. L'EFDES, l'UNPG a publié l'EFDES des granulats de roches massives, des granulats alluvionnaires et des granulats recyclés. Donc, enfin, ce ne sont pas des FDES, hein, d'ailleurs, ce sont des modules d'information, puisqu'ils ne couvrent pas l'ensemble du cycle de vie, mais uniquement la production. Mais effectivement, ces éléments sont disponibles. Alors, par contre, il faut être aussi très clair, on ne gagne rien en CO2 en utilisant des gravillons recyclés. Il faut savoir qu'un granulat naturel, c'est 2,6 kg à peu près de CO2 la tonne. Un granulat recyclé, c'est 1,6. Donc, on va gagner 1 kg de CO2 si on remplace une tonne de granulat naturel par une tonne de granulat recyclé. Donc, vous voyez que c'est complètement négligeable sur l'impact d'un béton, hein, qui est de l'ordre entre 150 et 200 kilos, voire plus, selon le type de béton. Donc, c'est intéressant au niveau économie circulaire, mais utiliser des granulats recyclés n'apporte pas de gain de CO2, ça, il faut bien en parler. Et si on est dans une approche performantielle, est-ce on ne fait pas de rajout de fibres pro-lipo pour la perte au feu? Alors, ça, c'est l'approche performantielle de la 206, c'est sur la durabilité du béton. Ce n'est pas sur la tenue au feu. Donc, effectivement, on peut faire, puisqu'il est demandé à partir de la classe R3 de faire des essais, on peut très bien faire des essais à partir de la classe R1 ou R2, mais les essais au feu sont des essais assez coûteux. Donc, j'aurais tendance à dire qu'il est, à mon avis, nettement plus rentable de mettre des fibres que de se lancer dans une étude paramétrique pour des classes de ce type. Parfait. Et puis, donc, rappelle-nous, tout ça est applicable à quelle date, hein, c'est applicable. C'est applicable. La norme est parue avec une date d'application au 5 novembre. Donc, d'ores et déjà, ce sont des prescriptions qui peuvent s'appliquer. Alors, bon, après, je dirais qu'il y a toute la partie du contrat, c'est-à-dire que juridiquement, c'est la norme en vigueur à la date de signature du contrat qui doit s'appliquer. Mais je pense dans ce cadre-là, il y aura, à mon avis, pas de problème, puisque la norme l'utilise. Donc, si vous souhaitez l'utiliser, voilà, il n'y a pas de souci particulier. Parfait. Merci infiniment, Jean-Marc. Si vous avez d'autres questions, on ne manquera pas d'y répondre par écrit durant les autres interventions. Je vais laisser la parole à Maude et à Guillaume. Bonjour Maude, bonjour Guillaume. Bonjour à tous. Bonjour à tous. Je vous laisse intervenir et comme on l'a fait pour Jean-Marc, on vous dévoilera quelques questions à la fin de votre intervention. À vous. D'accord. Est-ce que vous voyez la présentation? Pas encore. Pas encore. C'est en cours. Voilà. Parfait. Eh ben, Maud, je te laisse commencer. Du coup, Maud Soubéran, donc chef de projet économie circulaire à NeoEco. Donc, pour présenter rapidement la structure, donc NeoEco, on est un bureau d'études en économie circulaire et on accompagne notamment plusieurs clients sur des problématiques déchets, que ce soit sur le volet accompagné justement à la déconstruction pour produire du granulat béton type 1,
mais aussi sur la construction, en intégrant ces granulats de béton recyclé dans les constructions, donc en s'intégrant en fait auprès de la maîtrise d'ouvrage en tant qu'AMO, économie circulaire, et puis lui préconiser les modalités d'intégration de béton recyclé et l'accompagner sur toutes les essais de conformité, justement pour faire valider ce béton et le mettre en œuvre. Plus largement, on travaille avec des industriels, des maîtrises d'ouvrage publics, privés sur tout type de déchets solides comme les sédiments, les terres excavées ou encore le plastique. Guillaume Crémou, moi je m'occupe de l'agence Nord-Pas-de-Calais pour Ecom Béton. Et donc sur cette opération, on est venu à intégrer des granulats recyclés dans nos productions de béton prêt à l'emploi. C'est ça. Du coup, pour rapidement présenter le projet dont on va vous parler aujourd'hui, en fait, c'est un client qui est un industriel du côté du Nord-Pas-de-Calais, du coup du Pas-de-Calais très exactement, et donc qui avait la volonté de construire une halle industrielle qui allait accueillir un processus de valorisation de ses déchets. Et dans le cadre de la construction de cette halle, il a souhaité aller plus loin en construisant la halle à partir de matériaux alternatifs, que ce soit du biosourcé, du recyclé ou du réemployé. Et donc, dans le cadre de cette prestation, NeoEco, nous, on a été mandaté en tant qu'AMO économie circulaire pour identifier des matériaux qu'on pouvait mettre en œuvre dans le cadre de ce projet. Et donc, tout naturellement, on a proposé l'intégration de dalles béton recyclé, puisque c'est une halle qui faisait 1500 mètres carrés, qui était en rez-de-chaussée, hein, il n'y avait pas d'étage, et donc il y avait une dalle intérieure et une dalle extérieure industrielle. Et donc on a proposé à notre client de développer un dallage industriel à base de granulats recyclés. Et donc le projet, il a commencé il y a 2 ans. Donc à l'époque, on a mis en place un cahier des charges qui était hors norme, puisqu'on est allé sur du 50% pour une classe d'exposition XC2, sur une classe de résistance C30-37, et sur du 30% pour une classe d'exposition XC4, XF1, sachant que les seuils étaient à 30% et 20%, respectivement, donc le XC2 et le XC4, XF1. Et donc, on a accompagné le client sur la mise en œuvre de formulations à base de béton qu'on a pu vérifier et mettre en œuvre cet automne officiellement. Donc, je vais laisser Guillaume reprendre la suite. Alors effectivement, NeoEco est revenu vers nous, ainsi que vers d'autres prestataires de béton prêt à l'emploi, pour nous consulter dans un premier temps, à savoir quelle était notre capacité à pouvoir produire ces bétons intégrant des granulats recyclés. Donc de notre côté, on a pu s'appuyer sur déjà quelques expériences passées, hein, notamment sur l'île, le chantier de la Maillerie, sur lesquels on a intégré quasiment 4000 tonnes de granulats recyclés dans les proportions normatives de l'EN 206 de 2015, donc la précédente, avec les fameux 20 à 30% en fonction des classes d'exposition. Et effectivement, NeoEco et LFB avaient la volonté d'aller plus loin dans ces taux d'incorporation de granulats recyclés. Donc, en s'appuyant sur les travaux de Réci Béton et les préconisations qui avaient été déjà mises en place, on a travaillé pour aller pousser ces taux de recyclés, donc à 30% pour la formule XF1 et à 50% pour le XC1 et XC2. Là, vous avez à l'écran aussi les dosages en ciment. Alors, pourquoi 320 kg sur du C25 ? Ce n'est pas du tout du fait qu'on intègre des granulats recyclés, hein. On est sur un dallage industriel en DTU 13.3, donc on se devait de positionner ces 320 kg. Et ce qui nous aidait aussi à aller dans le cadre de la durabilité, à pouvoir pousser ces taux de recyclés. Donc, on a travaillé avec NeoEco pour développer ces formules et pour pouvoir les intégrer au cahier des charges. Et en voici une partie des résultats et comment elles ont été intégrées et validées par le bureau d'études. Oui, du coup, effectivement, on a travaillé donc, avec le bureau de contrôle, parce que l'objectif aussi de cet accompagnement, c'est d'être dans le concret et d'être conforme, bien sûr, à la mise en œuvre du bâtiment. Donc, c'est important de faire ce travail en accompagnement avec le bureau de contrôle et aussi pour rassurer la maîtrise d'ouvrage. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait un point avec le bureau de contrôle qui nous a dit, voilà, il faut respecter les modalités de la norme NF 206. En fait, on a fait une approche
performantiel en quelque sorte, puisqu'on a regardé les propriétés mécaniques, donc on était dans les clous niveau résistance mécanique. On voit qu'on a quand même un comportement assez proche des 3 bétons. Et après, on a associé ça avec des essais de durabilité, donc qui ont permis en fait d'identifier aussi le comportement du béton sur le long terme et voir s'il y avait une réelle différence entre un béton témoin et les bétons à 30 et 50%. Au final, les résultats de durabilité, ils ont été plutôt positifs. On a quand même constaté qu'il y avait une petite variation du fait d'intégrer des granulars cyclés, mais on était dans les normes, en fait, dans les valeurs, on va dire, classiques, moyennes, pardon, de durabilité. Donc, ça a été également validé. Et on a aussi vérifié l'innocuité environnementale via différents essais de conformité qui étaient notamment vérifier que les granulats étaient bien inertes, voilà, que le matériau développé ne relarguait pas de polluants dans le milieu. Et donc, tout ça, une fois qu'on a fait ces essais, on a représenté un rapport en fait, de formulation au bureau de contrôle avec l'ensemble des essais, que ce soit les essais du béton à 28 jours mécanique, mais aussi tous les essais de durabilité. Et donc, ça a permis en fait d'avoir l'acceptation et la validation du bureau de contrôle qui a bien validé nos dossiers en disant que c'était conforme et donc qui a validé la mise en œuvre officielle du béton. Et donc, on a pu l'intégrer dans les marchés. Alors, suite à ça, effectivement, les choses avançant du côté de l'entreprise et de nos relations avec l'entreprise, il a fallu aussi se poser la question du gisement, hein, parce que aujourd'hui, on est tous prêts, je pense, à intégrer des granulars cyclés, mais faut-il encore en avoir à disposition? Donc, avec NeoEco, notamment, on a travaillé à identifier un gisement de matériaux recyclés issus de la déconstruction et de s'assurer que les caractéristiques du produit fini après concassage-criblage soient bien des matériaux de type 1, ce qui était le cas là, pour le gisement identifié. Et il fallait également qu'on soit en capacité d'avoir la quantité nécessaire et suffisante pour assurer la totalité du chantier, pour travailler sur un lot de matériaux et caractériser un lot de matériaux. Donc, c'est ce qu'on a fait et ce qui a pu permettre aussi de continuer dans cette voie-là. C'est ça. Et du coup, au niveau de la suite, c'est qu'une fois qu'on avait validé techniquement que le matériau il était conforme, qu'on avait pu sécuriser le gisement, il a fallu l'intégrer dans les marchés puisque tout passe par là pour la mise en place des travaux. Et donc, pour ce faire, on a vraiment intégré dans les pièces marchés toutes les préconisations relatives à la mise en œuvre du béton à base de granulars cyclés. Ça a commencé par imposer la composition, donc dire qu'on voulait que ce soit tel pourcentage pour telle composition, pour telle classe d'exposition. Et ensuite, on a aussi mis à disposition nos rapports dans le marché pour justement que l'entreprise puisse prendre connaissance de ce qu'on avait développé, des résultats, et que ça puisse aussi rassurer forcément les entreprises et démontrer qu'on avait bien fait les essais nécessaires à mettre en place la solution. Et puis, on n'a aussi pas forcément imposé de centrale à béton dans le cadre de ce marché. Donc, l'idée, c'était justement d'avoir un marché ouvert à la concurrence et de pouvoir justement aussi stimuler un peu le marché béton en montrant qu'il y avait une maîtrise d'ouvrage qui était ouverte, qui avait développé quelque chose et qui voulait le mettre en œuvre. Et ensuite, comment on a fait du point de vue de la sélection des entreprises? Donc ça, on a vraiment a mis des critères de sélection d'entreprise, tout simplement en fonction de sa réponse par rapport à l'intégration de granulars cyclés. Donc ça a aussi permis de vraiment orienter vers des entreprises qui avaient bien intégré cette requête dans le cahier des charges. Donc, toute cette partie marché, elle est importante aussi parce que ça permet de continuer le suivi et d'être sûr que vraiment, lorsqu'il va y avoir la phase travaux, l'intégration des granulats, elle aura bien été faite. Donc, effectivement, dans la continuité, l'entreprise sélectionnée est revenue vers nous pour voir si effectivement on avait cette capacité d'intégrer les matériaux recyclés. Alors, ce n'était pas tout simple pour eux, parce que c'était malgré tout la première fois qu'ils allaient travailler dans ces conditions. Donc, beaucoup de découvertes. Donc, il a fallu aussi beaucoup les accompagner sur l'explication de ce qu'était un granular cyclé, de ce qu'était un granular cyclé
intégrer dans nos productions de béton, les rassurer aussi avec l'historique qu'on pouvait avoir déjà sur ces matériaux et sur sur ce qu'était le ressenti des entreprises qui avaient déjà travaillé avec ces matériaux béton intégrant du granulat recyclé, hein, qui, pour la plupart de ceux qui en ont utilisé, disent oui, au final, c'est du béton et ça se comporte exactement comme du béton tout à fait classique. Et donc, on les a accompagnés sur ces sujets-là. On les a accompagnés aussi sur les explications par rapport au fait qu'on ne soit pas dans le cadre de la norme, parce que les taux étant un peu supérieurs, ça, c'était quand même assez perturbant pour l'entreprise de Gros Œuvres, hein, qui traditionnellement aime fonctionner avec la norme et la marque NF. Donc là, on leur a présenté les choses avec des évolutions liées à Réci Béton et aussi l'évolution de cette norme vers la 206 plus A2 qui allait intégrer spécifiquement ces taux. Et on leur a démontré que finalement, les formules qui avaient été développées, qui étaient hors normes à l'époque où on en a commencé à en parler, seraient finalement intégrées dans la norme au moment où on ferait l'écoulage, parce que effectivement, les taux sont supérieurs aux taux basiques, mais vu qu'on avait réduit les E sur C naturellement, parce qu'on était sur des formules à 320 kg, on leur a démontré aussi que finalement, des formules qui étaient hors normes, on va dire en 2020, 2021, quand on a commencé à parler du chantier, quand on allait les couler en octobre-novembre 2022, elles seraient complètement intégrées à la norme. Donc ça les a aussi rassurés fortement. Et donc, le chantier s'est réalisé octobre-novembre, avec les difficultés que Jean-Marc a évoquées, hein, toujours avoir la possibilité de stocker au sol les matériaux recyclés et avoir les cases disponibles. Mais bon, ça, on s'adapte pour le faire. Et un des points aussi qui avait été demandé par l'entreprise, c'était de pouvoir qu'on puisse leur délivrer une attestation comme quoi on intégrait bien les granulats recyclés dans le mélange, ce qui était aussi présent, hein, sur les bons de livraison, bien sûr, sur des appellations de granulats recyclés dans les proportions voulues. Voilà un petit peu comment s'est déroulé le chantier. Donc, on a fini de couler et les choses se sont passées très naturellement, j'ai envie de dire, avec l'entreprise qui a mis le béton en œuvre sans problématique particulière. C'est ça, il n'y a pas eu de retour particulier du fait de couler. En tout cas, sur chantier, il n'y a eu aucune différence. Et du coup, pour compléter finalement cette présentation, l'idée, c'est de montrer que c'est important d'accompagner la maîtrise d'ouvrage dès le début du projet pour justement mettre en place un béton recyclé. Et le fait d'avoir travaillé aussi avec un industriel, c'était intéressant parce que ça permettait aussi de développer un matériau en conditions réelles et d'être sûr que ce qu'on allait développer allait bien avec les conditions actuelles. En sachant que le béton recyclé, c'est quelque chose qui se fait déjà, mais là, on est allé un peu plus loin. Donc, c'était important aussi de rassurer constamment la maîtrise d'ouvrage, même si c'est elle qui a finalement souhaité volontairement mettre en place cette solution, mais c'est elle, en tout cas, qui devait aussi s'engager dans cet élément-là. Et c'est pour ça que tout a été fait de telle sorte à ce qu'on sécurise chaque étape, que ce soit le cahier des charges, être sûr qu'on respecte le cahier des charges, qu'on respecte les requêtes du bureau de contrôle, qu'on ait le bon gisement, qu'on ait un marché solide et puis derrière, qu'on ait une mise en œuvre qui atteste jusqu'au bout qu'on met en place un granulat recyclé. Pour conclure de côté producteur de béton perte à l'emploi, c'est vrai que cette démarche elle est très très importante parce qu'on voit bien qu'il faut que les choses soient positionnées très en amont du chantier, parce qu'aujourd'hui, les maîtrises d'œuvre, les maîtrises d'ouvrage ne sont pas encore très à l'aise avec l'intégration des granulats recyclés. Les entreprises ne le sont pas encore non plus tout à fait. Je ne doute pas que ça va progresser, hein, parce que voilà, toutes les choses sont mises en place pour que les taux soient poussés, hein, que ce soit l'évolution de la norme ou la future mise en place de la REP, de toute façon, nous imposera d'aller sur ces types de matériaux et effectivement, le travail en économie circulaire, favorisant l'économie de la ressource, on ne peut être que promoteur de ces solutions.
Parfait. Merci Maude et Guillaume. J'ai quelques questions. Hugo nous demande s'il y a eu d'autres caractéristiques mécaniques qui ont été entrevues, telles que la résistance à la traction ou le module de déformation. Est-ce que ça a été testé? Non, étant donné qu'on était dans des utilisations tout à fait classiques du béton, on n'a pas été tester ces performances-là. Et quelle est l'attitude de l'assureur et du bureau de contrôle? Ça a été finalement dès le départ, nous, on a présenté, en fait, pour juste recontextualiser tout le projet, on a fait la sélection de matériaux et en fait, pour chaque matériau, on a présenté et à l'assureur et au bureau de contrôle ce qu'on voulait faire. Et du coup, là, pour le coup, on n'a pas eu forcément de retour négatif. C'était plus qu'il fallait justifier les performances visées. Donc, le bureau de contrôle a été assez ouvert. Quant à l'assureur, sur ça, il s'est fié plutôt sur le bureau de contrôle. Enfin, il y a eu d'autres matériaux un petit peu plus compliqués, mais le béton, il n'y a pas eu forcément d'éléments négatifs, si ce n'est qu'il fallait effectivement prouver par les tests que c'était possible. Et pour l'élaboration de cette formule, quelle est la difficulté que vous avez rencontrée? Alors, sur l'élaboration de la formule, bon, on avait déjà une large expérience sur l'utilisation des granulars cyclés. Effectivement, la grosse différence, c'est le taux d'absorption des granulars cyclés. En matériaux naturels, on est souvent inférieur à 2% d'absorption. Là, on va se situer en fonction des lots entre 5-7%, voire parfois plus. Donc, c'est vraiment contrer cette absorption sur les 300 à 400 kg de matériaux qui sont intégrés dans le mélange. Donc, on travaille souvent sur l'adjuvantation pour modifier, pour contrer cette absorption. Et on peut être amené à incorporer des adjuvants un peu différents de ce qu'on utilise classiquement. Mais tout dépend en fait du taux d'absorption du matériau recyclé qui se présente au moment. Donc, à chaque lot de matériaux recyclés, sa caractérisation sur les formules. Et pour sa mise en place, est-ce qu'on a pointé des petites contraintes particulières? Non, il y a peut-être eu juste un doute de l'entreprise qui avait besoin de tester une plus petite zone au début pour voir comment le béton se comportait dans son temps de séchage. Et après, donc, il y avait des espaces et donc ils ont commencé par un plus petit espace pour tester si il y avait des sujets par rapport à ce béton recyclé. Et finalement, ils ont coulé la dalle le lendemain sans problème. Enfin, en tout cas, ils n'ont pas relevé de sujet. Mais ils avaient une petite crainte au début qu'ils ont finalement tout de suite écarté. C'est ce que je disais, le béton à base de matériaux recyclés se comporte exactement comme son cousin sans matériaux recyclés. Il n'y a pas de différence particulière. Et vous avez retrouvé la même consistance que celle du béton témoin? Oui, on a fait en sorte, bien sûr, de définir la consistance identique au témoin. Parfait. Ainsi, dans son maintien d'ouvrabilité, ça peut être là où effectivement l'absorption peut jouer. C'est sur le maintien d'ouvrabilité dans le temps, mais qui est contrecarré par l'adjuvantation choisie. Et un rapport a été établi. On nous demande, certains participants nous demandent s'ils peuvent retrouver un rapport, on va dire, sur l'utilisation de ce béton dans ce chantier précisément. Je ne sais pas si vous avez eu un retour. Alors ça, je pense qu'il faudra se tourner vers l'entreprise. Je vais voir avec la maîtrise d'ouvrage, surtout si c'est parce que ça avait été partagé dans le marché, mais je ne sais pas après si c'est un document. Je vais leur poser la question. Après, sur la composition même du béton, peut-être qu'effectivement, il faudra voir du coup avec IKEA, mais sur les résultats, on pourrait le partager par contre. Mais peut-être pas sur le détail. Et vous avez calculé le gain carbone? Ça a été estimé? Pas dans le cadre de cette opération. Après, on sait que c'est pas forcément le. Enfin, c'est vrai que quand on parle de béton et de bilan carbone, on se tourne plutôt vers le ciment que sur les granulats parce qu'on sait que c'est pas forcément là qu'il y a le plus gros gain. Nous, on est plutôt dans une logique d'économie de ressources. Mais très clairement, le sujet des granulats recyclés n'est pas un sujet de gain carbone. Jean-Marc l'a bien dit tout à l'heure. On gagne
je crois que c'est 1 kg à la tonne. Donc, ramené au mètre cube de béton, ben, c'est dérisoire. Le sujet des granulars cyclés et de la préservation de la ressource naturelle, hein, exclusivement. Et c'est vraiment un gain sur la ressource naturelle, on va dire. Tout à fait, C'est ça. tout à fait. Ça évite de… Avant tout ça. On nous demande quels ont été les tests de durabilité faits sur les bétons de dallage. Alors, il y a eu la carbonatation, la porosité à l'eau, au mercure, et après, il me semble que c'est les seuls essais qu'on ait fait. On n'avait pas forcément plus d'exigences par rapport aux essais. Et donc, les matériaux recyclés qui ont été intégrés sont uniquement des gravillons, du sable. Non, exclusivement du gravillon sur une coupure 4,16, je crois qu'il faisait cela. OK. On nous demande évidemment l'aspect coût. Sur le plan économique, cette approche a-t-elle été plus coûteuse, moins coûteuse? Alors, sur l'aspect coût, c'est toujours compliqué de définir l'aspect coût parce qu'on sait très bien que les matériaux ont un coût relativement variable si vous vous trouvez à Strasbourg, à Lille ou à Nantes. Donc, c'est vrai que l'aspect coût, il est toujours compliqué à traiter. Sur les coûts formulation, il y a évidemment un surcoût adjuvantation, hein, parce que j'ai beaucoup parlé d'adjuvantation. Donc, il y a un surcoût d'adjuvantation qu'entraîne effectivement un surcoût du mètre cube de béton au final. Justement, concernant cette adjuvantation, des participants nous demande comment l'adjuvantation peut pallier à l'absorption au niveau de la rhéologie et de l'ouvrabilité. Et comment ça se mesurer? Aujourd'hui, les adjuvantiers nous accompagnent quand même pas mal sur ces sujets et développent des produits qui, justement, vont pouvoir pallier à ces pertes d'ouvrabilité légèrement anticipées liées à l'absorption des matériaux. Et donc, ça, c'est les adjuvantiers qui travaillent sur ces sujets-là. Et puis la question, à mon avis, d'une entreprise de pompage, qu'en est-il de la pompabilité de ces bétons? Jusqu'à maintenant, on n'a pas constaté de problématiques particulières. Tant qu'on reste dans ces taux-là, jusqu'à maintenant, les bétons intégrant 20 à 30% de recyclé ou 50% n'ont pas posé de problématiques de pompage. On nous demande également si Ekion travaille systématiquement avec des GRB dont la teneur en eau est supérieure à la valeur d'absorption pour la fabrication des bétons. Tu peux reposer la question, s'il te plaît? Oui. Est-ce que vous travaillez avec des GRB, des granulats recyclés, dont la teneur en eau est supérieure à la valeur d'absorption pour la fabrication des bétons? Alors, c'est les matériaux qui sont stockés comme tous les autres en milieu naturel à l'extérieur. Donc, effectivement, là, quand on est sur des périodes octobre-novembre, les matériaux sont saturés. Quand on arrive sur des périodes plus sèches, on arrive en limite de saturation, on est sensiblement proche de l'absorption. Mais c'est des matériaux qui, une fois stockés, conservent relativement bien leur humidité et on ne les voit pas passer en dessous de l'absorption. Et ce chantier, c'est un timing de combien de semaines, de mois pour la validation d'une approche performantielle, Maud? Alors, on en parle depuis longtemps. Ouais, ça fait longtemps. En fait, le projet, il a été lancé en mars 2020 et après, par rapport au béton, on a eu assez rapidement les résultats. On a lancé, on va dire que oui, je pense qu'on a dû mettre 6 mois, quelque chose comme ça, parce qu'en fait, on va dire, on ne va pas forcément compter tous les autres impacts dans le planning de conception qui ont un peu retardé tous les autres lots. Mais par contre, du coup, au niveau du béton, c'est ça, je pense qu'on était sur 6 mois parce qu'on a développé les formulations, on a attendu 28 jours et après, on a fait les essais de durabilité. 90 jours. C'est ça.
C'était à peu près ça, le temps de faire la présentation au bureau de contrôle, les points de validation. En somme, c'est pas ça qui a beaucoup impacté le planning, ça s'est plutôt bien intégré dedans. Mais effectivement, ça demande de l'anticipation et pas se rendre compte de la part de l'entreprise de gros œuvres au dernier moment de se dire bah, tiens, je mettrais bien des granulars cyclés, ce serait bien. Ouais, c'est plus sur le gisement en fait qu'il peut y avoir des problématiques de disponibilité de granulats au moment où on veut faire Tout à le fait. point. Ça a été important d'avoir ce moment de sécurisation du gisement parce que mine de rien, aujourd'hui, il n'y en a pas non plus Non. énormément. Et donc faire du granular cyclé, c'est aussi cette anticipation-là à prendre en compte. Parfait. Merci beaucoup pour toutes ces réponses, pour cette présentation. Merci à tous les deux. Et puis maintenant, je vais laisser la parole à nos deux derniers intervenants, à Thomas et à Philippe. Je vous laisse la parole. Oui, bonjour, Philippe Herbreteau, donc chargé de développement à l'agence Pays de Loire chez Lafarge Béton. Nous avons été ravis d'accompagner l'entreprise ERB dans ses démarches environnementales sur cette opération de 45 logements, une opération du promoteur Quartus située à Sautron, donc dans la métropole nantaise. C'est les démarches environnementales de l'entreprise ERB tout à fait en adéquation avec les objectifs environnementaux du groupe Holcim, puisque le groupe, il y a quelques années, s'est engagé sur la neutralité carbone à l'échéance de 2050. Alors, au-delà de la neutralité carbone, évidemment, les sujets de l'économie circulaire, de la préservation de la ressource sont évidemment un des objectifs majeurs du groupe. Cette opération donc, du groupe Quartus, je vais peut-être commencer à partager mon écran. Hop. Alors, il m'en manque un petit peu là. Voilà. Cette opération du groupe Quartus, pour laquelle nous avons travaillé avec l'entreprise ERB, n'est pas une première pour le groupe Lafarge, qui a déjà réalisé un certain nombre d'opérations intégrant du granulat recyclé sur le territoire national. Mais il faut avoir en tête que dans l'Ouest, où l'offre de granulats naturels est abondante, il n'y a pas forcément d'optimisation économique à aller intégrer du granulat recyclé. Pour être encore plus clair, le granulat recyclé coûte plus cher que le granulat naturel. Je vous propose de suivre le circuit de ce granulat recyclé. Donc, il est collecté sur une ancienne carrière en cours de réaménagement, donc qui intègre également une plateforme de recyclage, donc située sur la métropole de Nantes, qui accueille bon an mal an 900 000 tonnes de déchets inertes issus des chantiers de la métropole. Dans ces 900 000 tonnes, on isole 150 000 tonnes de béton, alors pour partie issus des retours béton des centrales du secteur, et pour la majeure partie de ces 150 000 tonnes, donc issus des chantiers de déconstruction de la métropole nantaise. Donc sur ce site, à partir d'un groupe de broyage criblage mobile, donc on obtient un granulat dans une coupure de 4,20.
Ce granulat, caractérisé donc, sur le site de la plateforme de recyclage, donc, est ensuite acheminé donc, sur la centrale à béton, hein, qui se trouve toujours sur la métropole, donc à 5 km, hein, situé à 5 km entre le site de la plateforme de recyclage et la centrale à béton. Donc, avec le souci pour les centraliers, pour les centrales de BPE, c'est d'arriver à mobiliser une case spécifique pour intégrer ce granulat recyclé. Il faut savoir que quand il n'y a pas forcément d'optimisation économique à aller mettre du béton, du granulat recyclé dans les bétons, faire le choix de mobiliser cette case alors qu'on pourrait imaginer un granulat rouge, bleu ou rose pour aller faire des bétons déco, c'est forcément un choix qui n'est pas simple à faire. Donc pour l'opération des Hauts-de-Brin-Berne, sur cette opération de logement à Sautron, nous avons donc formulé, donc, en intégrant également les souhaits de l'entreprise ERB d'aller vers une démarche bas carbone de ces bétons. Nous avons intégré donc, dans ces bétons au seuil permis par le N206 donc de fin 2014, à savoir 60% dans les bétons de classe d'exposition XE0 et 30% pour les XEC1 en fondation ou en voile, voilà, donc à hauteur de 30% de granulat. Donc, à suivre, le transport et le coulage, hein, de façon complètement traditionnelle sur le chantier. Après quelques essais sur différentes huiles de coffrage, on a vraiment un résultat qui est au niveau des parements qui est très, très satisfaisant, hein, puisque vous pouvez zoomer autant que vous voulez. Il y a très, très peu de bulles, hein, sur ces voiles. On est vraiment sur un parement qui est très intéressant. Donc, concernant les formules voiles, donc les formules voiles intègrent donc 280 kg de granulat recyclé. Ce qui a été déjà signalé et par Jean-Marc en particulier, c'est qu'on n'est pas sur un sujet, en intégrant du granulat recyclé, on n'est pas sur un sujet de réduction carbone. Néanmoins, compte tenu de la proximité de la plateforme de recyclage, on a pu constater un gain de 0,7 kg par mètre cube de béton, 0,7 kg de CO2 par mètre cube de béton. Avec donc le chantier est encore en cours, hein, et donc sur le premier bilan qu'on peut faire de cette opération, sur environ 32% des bétons qui ont intégré du granulat recyclé, soit 590 mètres cubes, on obtient 170 tonnes de granulats naturels qui ont pu être préservés sur cette opération à cette date-là. Voilà, Thomas, je ne sais pas si tu peux prendre la suite. Sans souci. Ouais, je vais Merci. juste partager aussi mon écran à suivre. L'intérêt, moi, de mon intervention, c'est, au-delà de tout ce qui a pu être évoqué comme expertise depuis le début du webinaire, expliquer comment est-ce que nous, entreprise de gros œuvres, entreprise générale du bâtiment, on avait un rôle à jouer aussi dans la capacité à mettre en action, je reviens dessus, la première page, à mettre en action en fait tous ces changements en fait dans notre métier. Et nous, en fait, pour contextualiser un peu l'expérimentation, on est une entreprise donc basée dans le 49 et on considère que la construction, elle doit changer. On est assez engagé avec nos équipes autour des changements nécessaires.
Et le projet là, dont on parle, dont Philippe a justement commencé à donner un peu le détail, reprend en fait 2 axes de notre développement. Donc les 2 axes, les voici, un engagement pour la décarbonation de nos travaux et le fait d'amorcer une bascule vers l'économie circulaire. Donc on en a beaucoup parlé précédemment, mais c'est bien évidemment la préservation de la ressource. Donc on parle bien du même sujet. Notre politique étant toujours de réduire nos impacts, quels qu'ils soient, et c'est important vis-à-vis du contexte de comprendre qu'au-delà des données normatives, réglementaires et autres, il y a une obligation, en tout cas nous on le pense chez ERB, à se mettre en mouvement autour de ces sujets-là de limitation des impacts. Et notre vision, c'est toujours d'avoir une approche la plus globale possible et qui est du coup souvent ambitieuse, mais de considérer qu'il faut travailler le segment dans sa plus large importance et de chercher à embarquer en fait l'ensemble de la chaîne de valeur. Donc notre méthode est toujours la même sur nos projets, c'est d'avoir une démarche très volontariste déjà en amont chez ERB, avec en fait un mode toujours de coopération et de collaboration pour éviter justement le temps d'incubation qu'on a évoqué tout à l'heure, puisqu'effectivement, nous, en tant qu'entreprise applicatrice, on a la capacité de fédérer rapidement tous les acteurs pour éviter un temps trop long de mise en place du sujet. Donc, sur les Hauts-de-Brimberg, notre volonté, elle était assez simple, c'était d'utiliser des bétons plus vertueux. Je parlais d'approche globale, et donc notre démarche autour du BPE, c'était aussi d'avoir une démarche globale. Et donc, de granular cyclé, c'est le thème du webinaire, et aussi le ciment bas carbone. C'est important d'en parler puisque si on travaille que, pour nous, en tout cas c'est une vision chez ERB, que les granulars cyclés, et c'est mis en une application seule, comme en tout cas seul ingrédient changeant dans le béton, on risque probablement de rater l'expérimentation. C'est pour ça que nous, on souhaitait tout de suite y agréger des ciments bas carbone pour justement comprendre comment la mixité demain des changements était un des points d'équilibre aussi pour limiter nos impacts. Donc, notre vision collaborative toujours nous a amené à un partenariat avec la Lafarge et ça nous a permis aussi, de par ce partenariat, d'aller voir la maîtrise d'ouvrage dont parlait Philippe tout à l'heure, Quartus, les maîtrises d'œuvre et autres. Donc, ce projet nous paraissait en tout cas intéressant, c'est celui qu'on voit à droite, puisque c'est un projet de logement. Et en fait, il était proche à la fois d'une centrale Lafarge, mais aussi un projet, je dirais, standard dans ce que nous on fait, dans ce que le marché propose. Donc, ça permet forcément de massifier. Alors, quand je parle de massifier, c'est que ça permet en fait d'avoir suffisamment de volume pour avoir un impact, premièrement, et puis ça permet aussi d'avoir suffisamment de volume pour tester de façon un peu itérative. On n'est pas sur des one-shot et pour avoir l'habitude chez nous, RB, là, de pas mal de tenter des projets d'innovation, il est important d'avoir une récurrence de tests pour ne pas s'arrêter à uniquement qu'un seul cas d'application. Et donc, en quelques chiffres, Philippe en a aussi parlé rapidement tout à l'heure, mais on a passé aujourd'hui 1800 mètres cubes, dont 590 avec des granulars cyclés. Même si tout à l'heure, vous avez raison de le préciser, vous avez évoqué le fait que le gain carbone sur le béton, enfin, en tout cas sur le granular cyclé, n'était pas important, on le met quand même. C'est quand même là, 500 kg d'équivalent CO2. Tout est aussi une histoire d'échelle. C'est-à-dire que si on se place effectivement sur un mètre cube, ça paraît peu. Nous, on milite pour de la massification, donc forcément, ça aura un impact de plus en plus conséquent quand tout le monde se mettra à le faire. On mettait aussi des proportions avec les normes bas carbone, mais en intégrant tout ça, nous, dans notre discussion, en tout cas dans notre communication, puisqu'à l'échelle du projet, ça a été 48 tonnes d'économisées. On échange souvent avec nos équipes sur la partie de droite, sur des petits comparatifs. C'est toujours intéressant de ramener ça aussi à des équivalents, des comparaisons qu'on pourrait appliquer dans la vie de tous les jours. Et puis nous, ce qu'on veut préciser ici, c'est le rôle essentiel des équipes. Alors de nos équipes chez ERB, mais du moins de toutes les équipes qui sont des entreprises applicatives, quelles qu'elles soient, puisqu'elles doivent en fait accepter de changer leurs habitudes, leurs process, et elles doivent s'exposer aussi à l'expérimentation. Je donne toujours le contexte du mixte en fait, entre le granular cyclé et le ciment décarboné. C'est qu'effectivement, quand on met que du granular cyclé, ça ne change rien pour les équipes. Ce n'est pas le cas quand on va sur des ciments bas carbone. Et on pense que ça, c'est l'avenir. C'est pour ça qu'on a encore une fois proposé cette mixité-là. Et pour l'ensemble de nos équipes, c'était de mobiliser la chaîne de valeur en externe avec nos maîtres d'ouvrage. On est allé le voir, Quartus, pour lui expliquer ce qu'on allait faire. On allait voir nos maîtrises d'œuvre, on allait voir notre OPC, le BET, les fournisseurs, donc c'était Lafarge. Et on est aussi allé voir le bureau de contrôle. Ça n'a pas été mis, mais on est allé aussi chercher sa validation.
Et en interne, forcément, mobiliser nos équipes et aussi modifier un peu nos process qualité et puis fiabiliser la dimension de l'expérimentation et du test. Le dernier point qu'on voulait évoquer, c'est qu'il y a une pédagogie nécessaire autour de la culture du changement. On n'est pas dans un secteur habitué à modifier nos processus. Donc pour ça, nous, on s'engage à faire des visites. On en a fait sur le chantier, à faire quelques événements. C'est l'occasion, par exemple, du webinaire ici aujourd'hui, et de communiquer largement en montrant quand même que le secteur se mobilise. Et on va finir notre présentation en disant que pour aller plus loin, on pense qu'il faut conserver une approche systémique, vraiment de façon très itérative et globale, d'aller modifier en fait la façon dont on a de processer, et là je parle bien dans le cadre de notre dynamique en tant qu'entreprise générale du bâtiment, de garder des terrains d'expérimentation les plus nombreux et les plus larges possibles, puisque forcément que sans terrain d'expérimentation, même si la norme évolue, la réglementation s'améliore, les fabrications aussi s'améliorent, si on ne les teste pas, on a l'impression de ne pas boucler la boucle. Donc ça, c'est notre rôle aussi d'apporter ces terrains d'expérimentation. Cultiver forcément l'innovation chez nous, dans les entreprises, en parler, dire que c'est faisable, c'est réel, c'est concret, et développer une innovation collective par les partenariats. On croit beaucoup aussi à ça. C'est-à-dire qu'on a l'habitude toujours dans le bâtiment de partir un peu en ordre dispersé. Nous, ce qu'on explique, c'est qu'on a la capacité de se fédérer. La preuve avec ce qui a été fait sur Sautron et à l'exemple aussi qui a été donné avant par Ekiom et NeoEco. Et pour finir, pour aller plus loin, il faut continuer à travailler la norme. Nous, ça, c'est notre vision, mais pour augmenter les quantités à mettre en œuvre et densifier les domaines d'application. Et donc, et vous, est-ce que vous voulez devenir un acteur du changement? On aime bien aussi, nous, échanger, en tout cas participer à l'effort collectif. Et on est conscient qu'on travaille soit dans la norme, soit dans la fabrication du béton, soit comme nous, dans l'application sur les chantiers. On pense que chacun peut faire sa part d'effort et que c'est justement là où on arrivera à massifier et raccorder ça aussi à un contexte général qui nécessite à ce stade au moins de prendre en compte les enjeux environnementaux, donc d'améliorer la boucle d'économie circulaire et pour, à terme, arriver à un équilibre économique performant pour tous. Et donc, on est dans ce temps-là d'effort et c'est ça qu'on voulait vous partager. J'ai fait la présentation avec à côté de moi Grégory qui a fait qui a suivi le projet et qui va répondre aux questions, Agnès, s'il y en a, nous concernant en tout cas. Merci, merci Thomas, merci de vos interventions. Effectivement, quelques questions assez, je vais dire, généralistes dans la projection de ce type, on va dire, de chantier. C'est que les participants s'interrogent sur le fait que s'il n'y a pas la volonté de l'entreprise Gros Œuvres, comment on peut amener le constructeur à initier cette démarche en sachant que les mécanismes ne sont pas encore, on va dire, bien intégrés. Déjà, bonjour. Donc, déjà, je veux pouvoir me présenter. Je m'appelle donc Grégory Dussanier. Je suis chef de projet innovation chez RB. Je m'occupe du déploiement des nouveaux matériaux, mais aussi de nouvelles techniques et de mise en œuvre. La question est intéressante. En effet, si aujourd'hui l'entreprise n'a pas le souhait et ne veut absolument pas faire des choses, aujourd'hui, il y a que la réglementation qui va la contraindre ou son client qui va la contraindre à faire ce qu'elle ne veut pas faire. Nous, on est vraiment dans une démarche opposée. Le message est relativement clair avec ce qui a été présenté par Thomas juste avant. Nous, on a plutôt pris les devants en disant on n'est rien si on n'a pas nos équipes sur le terrain, si nos gars ne sont pas, on va dire, formés et ne peuvent pas utiliser les matériaux de demain et ne sont pas déjà prêts à le faire. Donc, on s'est dit, allez, on prend le chemin à l'envers, on va voir le client, on va voir le bureau d'études structure, on va voir tous les acteurs, on met tout le monde autour de la table, on leur dit, OK, on a envie de tenter un truc. Par contre, en faisant quelque chose de vraiment significatif, avec des volumes significatifs, un chantier, un projet significatif, pour avoir vraiment ce recul et cette expérience acquise. Je réponds partiellement à la question parce qu'en fait, malheureusement, nous, c'est dans notre ADN, on fonctionne comme ça.
On pense que si on ne prend pas le virage, quoi qu'il arrive, on le prendra de manière forcée. Donc, on a plutôt décidé de le prendre en anticipation et par choix. Maintenant, je pense que seulement la réglementation ou vraiment l'impact fort et la demande des clients en fait, pourront simplement forcer les acteurs à s'y mettre. Nous, on se dit que l'autre voie de l'exemple est possible. Là, voilà, en faisant ce qu'on fait, on montre aux autres que c'est faisable, qu'une entreprise comme la nôtre peut mettre en place des bétons bas carbone, des granulars cyclés dans les BPE, travailler différemment, améliorer les choses. Donc, c'est un petit peu la phrase qu'il y a à l'écran. Et vous, devenir acteur du changement, c'est directement aussi destiné à toutes les personnes qui travaillent dans le même secteur que nous. Merci. Et une question encore bien spécifique de la part de Pierre, qui voit que les granulats recyclés sont essentiellement des cailloux, donc 30 à 50% maxi du total cailloux selon la norme. Peut-on imaginer que ce taux d'utilisation des recyclés puisse être sur le total des matériaux utilisables dans le mètre cube, soit environ, on va dire, 2 tonnes, dans la mesure où les sables recyclés sont à ce jour relativement faibles? Alors, j'ai envie de dire oui, parce que j'ai envie qu'on aille encore plus vite, encore plus loin, évidemment. Après, je vais peut-être plus laisser répondre les spécialistes, on va dire, dans le BPE. Mais en termes d'application et en termes de réalisation, nous, bien sûr, on pousse à ça, on demande ça, notamment sur l'utilisation d'autres types de sable en remplacement en fait, des sables et de la pénurie de sable qui potentiellement peut s'annoncer. Donc, je vais peut-être juste laisser répondre. Laisser la parole à Jean-Marc. Jean-Marc, Oui, est-ce qu'on peut aller encore plus loin? Comme je le disais tout à l'heure, ça devient possible avec l'approche performantielle, puisque justement, l'approche performantielle peut permettre de déroger au tableau 8, donc qu'on a vu tout à l'heure. Bon, maintenant, je pense qu'il faut aussi quand même être prudent, notamment sur l'utilisation du sable, parce qu'il est fort probable que l'utilisation de forts dosages de sable recyclé oblige à une augmentation du ciment, du liant, pour maintenir les mêmes qualités du béton. Et donc, au niveau impact CO2, là, on irait plutôt à l'inverse de ce que l'on souhaite. Donc, attention, mais en théorie, avec l'approche performantielle, c'est tout à fait envisageable. J'aimerais apporter aussi ma réponse à cette question. Et évidemment, c'est toujours très intéressant d'aller chercher des projets emblématiques. Si je fais référence au contexte local nantais, et c'est pour ça que l'opération des Hauts-de-Brim-Berne est très intéressante, puisqu'on est vraiment sur une opération de logement très courante, de 40-45 logements. Il faudrait déjà, je dirais que la première question à se poser, c'est comment dupliquer l'utilisation de granulats recyclés dans ce type d'opération, hein, puisque là, on est encore et peut-être sur une opération enfin, qui fait référence ici sur la métropole, alors que voilà, il y a besoin, ici sur le gisement est présent, on pourrait tout à fait envisager de développer avec les taux de substitution, même les premiers taux, développer l'utilisation de granulats recyclés sur des opérations lambda, quoi. Et oui, Jean-Marc, pour compléter aussi, je dirais que de toute façon, la ressource en granulats recyclés n'est aujourd'hui pas suffisante pour remplacer totalement le granulat naturel. Donc, voilà, il est utile et nécessaire d'utiliser du granulat recyclé. Je pense que si déjà, au niveau national, on utilise le granulat recyclé à hauteur de ce qu'autorise la norme, eh bien, on va déjà consommer significativement la production.
Une précision, Jean-Marc, peux-tu nous dire pourquoi en fait on augmente la quantité de ciment dans ces formulations? Bah, c'est simplement une question de qualité, hein. Le sable, bon, a une demande en eau un peu plus importante pour la maniabilité. Certes, on peut adjuvanter, mais il arrive un certain moment où l'adjuvantation ne suffit pas. Il faut mettre un peu plus d'eau pour la maniabilité. Et si on met un peu plus d'eau, pour respecter le rapport eau sur liant, on est obligé de mettre plus de liant. Ok, parfait. Philippe et Thomas, vous nous avez indiqué que le granulat recyclé était plus coûteux que le naturel, on le sait désormais. Et Frédéric nous demande quels sont les éléments qui ont finalement poussé le maître d'ouvrage à aller dans cette direction. Et au global du projet, le surcoût est-il si important ou est-ce que cela reste anecdotique? Je peux. Vas-y, Philippe, pour répondre à cette question, et puis je rajoute un complément après. Oui, alors sur cette opération donc, de logement, c'est une démarche volontaire de l'entreprise ERB. Hein, donc là, tu pourras compléter. Et concernant l'intégration de granulats recyclés que nous souhaitons vraiment développer sur le secteur, nous avons proposé à l'entreprise de travailler à Isoku pour intégrer le granulat recyclé, même si effectivement le granulat coûte plus cher à l'origine. Et puis effectivement, il y a des coûts induits comme la neutralisation d'une case pour stocker ce granulat recyclé. Et donc en complément, si on reste sur vraiment l'approche systémique, avec aussi les bétons bas carbone qui n'étaient, le liant bas carbone qui n'était non plus pas demandé et pas obligatoire non plus sur cette opération-là, du fait que ce soit à notre initiative, nous avons simplement assumé les surcoûts liés à ces nouvelles formulations, aux nouveaux usages, aux nouveaux types d'huile de décoffrage qu'il a fallu qu'on utilise, parce qu'on voulait aussi montrer qu'on avait un engagement très fort dans cette direction-là. Donc, on a vraiment demandé aucune contribution aux clients, juste le fait qu'ils valident et qu'ils confirment en fait qu'ils soient d'accord avec la démarche. Et encore une fois, j'insiste vraiment sur le fait que la principale, notre attention est très cristallisée autour de l'accompagnement de ces nouveaux procédés, de ces nouveaux matériaux auprès de nos équipes. On reste très conscient que sans nos équipes, les entreprises s'arrêtent, elles ne tournent pas. Donc, il faut à tout prix que les différents acteurs, ceux qui ont vraiment les mains dedans, pour parler très clairement, qu'ils soient tout simplement habitués à ce genre de changement, à ce genre de nouveaux produits. Et donc, voilà pourquoi on a pris ce temps d'avance et on a pris sur nous de prendre les surcoûts. Alors, sauf la partie qui a été prise en charge par Lafarge, mais tout le reste a vraiment été assumé entièrement par ERB. Et on nous demande également si une entreprise, que ce soit TP ou Gros œuvre, n'aurait-elle pas intérêt à maîtriser toute la chaîne entre de l'exploitation du granulat jusqu'au chantier? Alors, ça peut se discuter en effet, mais je crois qu'il faut quand même rester aussi un petit peu humble et rester dans la maîtrise de ce qu'on sait faire. Nous, on maîtrise très bien aujourd'hui le procédé de construction, la réalisation. Il y a des gens qui sont spécialisés et équipés pour faire des choses très bien aussi en amont ainsi qu'en aval. Je pense que là aujourd'hui, alors oui, on peut petit à petit travailler en mode partenariat et du coup, c'est ce qu'on fait, mais en laissant quand même aujourd'hui la performance ou la qualité de la prestation à chaque acteur. Notre démarche globale, elle est vraiment orientée là-dessus. On en a parlé succinctement, mais on a eu déjà d'autres projets d'innovation et on en a encore d'autres qui sont en train d'arriver à plus ou moins grande échelle. Et systématiquement, on ne s'accapare pas ou on ne récupère pas finalement
la technique ou en tout cas l'innovation qui est apportée par un partenaire. C'est-à-dire qu'il faut vraiment essayer de dissocier et se positionner, ou en tout cas c'est notre politique, en tout cas c'est notre façon de fonctionner, se positionner en trait d'union entre les différents acteurs pour faire en sorte que, voilà, que ça infuse et qu'on puisse avoir quelque chose de vraiment puissant en groupe, collectivement, plutôt qu'essayer de vraiment récupérer en fait chacun des maillons. J'espère que je me fais comprendre dans la démarche globale. Tout à fait. Merci de cette réponse. Une question un petit peu plus technique, peut-être pour Jean-Marc. On nous demande si en béton précontraint, on a déjà des retours. Alors, à ma connaissance, tout au moins béton précontraint coulé en place, non. Par contre, je pense que du précontraint préfabriqué, oui, il y a de l'utilisation de granulats recyclés dans des bétons précontraints préfabriqués. Mais pour le moment, en coulé en place, non. Et que représente la surconsommation en eau dans l'utilisation des recyclés, le sait-on? Ben, je laisserai parler plutôt les formulateurs, Guillaume ou Guillaume, es-tu Guillaume ou Philippe? Ouais, je retrouvais le bouton du micro, c'est bon. D'accord, c'est plus pratique. Merci. Surconsommation en eau, étant donné qu'il y a quelques pourcents de plus dans le mélange d'absorption, on va avoir retrouvé ces quelques pourcents, mais c'est pas sur l'eau totale, ça représente, j'ai en tête 10 ou 15 litres d'eau, c'est pas sur l'eau totale. Oui, j'aurais fait exactement la même réponse. On est sur une surconsommation qui est à la marge comparée à l'ensemble des volumes d'eau. Oui. OK. Et puis la question toujours sur l'eau. Alors, pourquoi cette surconsommation pour quelle raison faut-il employer plus d'eau sur un granulat recyclé que sur un granulat naturel? C'est lié à son absorption, pour pallier à cette absorption, effectivement, l'eau totale sera un peu supérieure en lien avec l'absorption, mais l'eau efficace qui est prise en compte dans le sur C, le taux de la quantité d'eau sur la quantité de liant, restera identique. Oui, ce que je disais tout à l'heure, c'est dans le cas d'utilisation de très forts dosages en sable. Effectivement, au dosage autorisé par la norme, on n'a pas réellement de différence, à part effectivement cette absorption. Mais c'est vrai que si on commence à monter dans des dosages en sable de l'ordre de 50%, là, on va avoir des problèmes de maniabilité. Ok, merci Jean-Marc. Merci à tous. Merci vous, professionnels, pour vos engagements dans ces démarches, on va dire, réglementaires qui changent votre quotidien. Merci à tous les participants. Nous avons été plus de 350, on va dire, pour ce webinaire. Sachez que à la deuxième quinzaine de janvier 2023, un nouveau webinaire se tiendra sur la norme NF-EN 206A2 qui vient d'être révisée et sera reprise en détail, entre autres par Jean-Marc Potier, pour revoir tous les sujets qui ont changé dans cette norme. Donc, je vous donne rendez-vous à ce moment-là. Merci de votre attention. Je vous rappelle que vous aurez les éléments, on va dire, de présentation par mail d'ici peu, et puis que nous avons essayé en tout cas de répondre à l'ensemble de vos questions. Merci encore, et puis à très bientôt sans doute. Merci, une excellente fin d'année. Au revoir. Merci beaucoup. Merci à tous. Merci Agnès. Au revoir à tous. Au revoir. Au revoir à tous.